dit long. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 31 d'Idées pour l'Histoire, ce bulletin spécial en ce 6 juin 2024 pour le 80e anniversaire donc du débarquement de Normandie. Nous avons voulu faire un bulletin spécial depuis nos locaux habituels avant d'aller cet été sur place quand les choses seront un petit peu plus calmes pour pouvoir faire un tournage un petit peu plus approfondi sur différents lieux, à la fois bien sûr les lieux des combats, mais aussi quelques musées importants. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette émission, c'est de vous parler du débarquement. Je vais pas vous dire différemment de ce que vous avez pu voir tout au long de la journée, de ce que vous verrez encore ce soir, mais c'est de vous faire une analyse qui correspond plus à l'angle de mes travaux en général, pour remettre toujours les événements dans des perspectives un peu plus larges par rapport à ce qu'on peut vous présenter d'habitude. Alors, depuis plusieurs années, des collègues historiens ont travaillé sur le débarquement et sur la situation générale à la fois donc des forces alliées et de la Wehrmacht à la fin de ce printemps 1944. Alors il faut être tout de suite très clair par rapport à plein d'éléments qu'on a pu nous balancer depuis des années. Le premier, c'est cette opération qui est menée par les Alliés va avoir un caractère, comme je le rappelais dans ma conférence, qui va être décisif à la fin de la campagne de Normandie, mais en étant combiné à l'effort qui est mené par les troupes soviétiques depuis beaucoup plus longtemps et de manière beaucoup plus importante que ce que peuvent faire les Alliés sur les théâtres périphériques d'Afrique du Nord ou de Sicile ou d'Italie presque dans le même temps. Faut bien comprendre que d'après les estimations de tous les historiens sérieux, et notamment français, je pense à Leleu qui a fait ce magnifique livre Combattre en dictature, pour parler de l'armée allemande en 1944 face au débarquement, il est clair que l'armée allemande, à ce moment-là de la guerre, elle a déjà perdu la guerre. Maintenant, ce qui reste à savoir, c'est à quelle vitesse on va lui porter le coup de grâce et comment. Et le débarquement va participer dans ce double encerclement, pourrait-on dire, dans cette double grande vision stratégique qui a été déployée par les Alliés après la conférence de Téhéran, c'est-à-dire les Alliés ouvrent enfin ce second front en Europe occidentale pour menacer, enfin en Europe de l'Ouest pour menacer directement l'Allemagne, et simultanément les Soviétiques vont lancer leur série d'offensives à l'Est pour à la fois libérer le territoire de plusieurs républiques soviétiques, notamment la Biélorussie et ce qui reste à libérer de l'Ukraine, et porter, là encore, leur ligne très en avant. Je l'ai expliqué dans la conférence sur l'été 44. Donc le débarquement s'inscrit dans ce plan, et les effectifs et les moyens de la Wehrmacht le 6 juin 44 au matin sur l'ensemble des fronts et bien sûr sur le front européen, ne sont plus suffisants pour espérer gagner la guerre. Faut être clair sur cet aspect, il est déterminant. Alors, ça ne veut pas dire que le débarquement va être une partie de plaisir, ça ne veut pas dire que la campagne de Normandie qui va s'en suivre va être une partie de plaisir, parce que comme je l'ai expliqué dans la conférence été 44, Hitler a fait du front occidental et de l'Europe de l'Ouest en particulier le noyau dur de son attention et de la mobilisation de ses ressources les plus importantes, notamment en termes de chars. Voilà, donc ça c'est le premier point. Hitler sait qu'il faut à tout prix repousser ce débarquement avant de se retourner encore une fois à l'Est pour essayer de redresser une situation qui est déjà extrêmement difficile depuis que les Soviétiques ont repris, semble-t-il, sans
aucune forme de doute et d'inversion possible de l'initiative en fin juillet, début août 1943. Voilà. Alors, ensuite, on va tout de suite évacuer un autre stéréotype concernant le débarquement de Normandie. Non, ce n'est pas la plus grande opération de débarquement menée par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la plus grande opération de débarquement menée à cette date et en Europe, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a eu des débarquements, ne l'oublions pas parce que ça fausse des fois notre perception. Il y a eu des débarquements, bien sûr en Afrique du Nord, où il y a eu très peu d'opposition, même si malheureusement des troupes françaises fidèles à Vichy ont ouvert le feu sur les Américains, notamment au Maroc. Mais on a eu surtout des débarquements importants, bien sûr en Sicile, et puis ensuite en Italie, avec parfois des situations très difficiles pour les Alliés. Donc on a quand même un savoir-faire, on a une habitude de se confronter à la Wehrmacht à l'issue d'une opération amphibie du côté allié. Le débarquement en Normandie dans cette configuration-là n'est pas une première, c'est une première en termes d'ampleur. De même, on a l'habitude, comme on l'a vu en Sicile, puisque ça a été la première fois qu'on a employé ces troupes-là, on a l'habitude d'avancer un dispositif aéroporté en amont du débarquement amphibie pour pouvoir sécuriser des points stratégiques. C'est comme ça que la 82e Airborne a été employée pour la première fois en 1943 pour essayer de couvrir des axes de progression d'éventuels renforts allemands. Et donc, on sait, là encore, que les paras peuvent servir pour sécuriser des flancs, sécuriser des points stratégiques. Le débarquement de Normandie n'est pas une première tentative. On a déjà une petite idée de ce que ça donne. Et on a déjà une petite idée des échecs auxquels on peut se confronter. Parce que l'expérience de la 82e Airborne en Sicile n'a pas été du tout une promenade de santé. Voilà. Et donc, après l'année 1944 et dans le Pacifique, il y aura l'opération Iceberg à la fin de la guerre du Pacifique et donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui permettra de conquérir l'atoll et surtout l'île principale d'Okinawa et ce sera la plus grande opération amphibie encore aujourd'hui de toute l'histoire, où là les Américains vont déployer des moyens colossaux. Si ma mémoire est bonne, il y a une participation de quelques navires de la Royal Navy à cette occasion, mais c'est quasiment et exclusivement une opération américaine à ce moment-là. Donc le débarquement de Normandie est la plus grande opération amphibie à cette date-là de la guerre et ça restera la plus grande opération amphibie en Europe. Il y en aura d'autres ensuite, je pense notamment aux Pays-Bas, à la presqu'île de Flessingue ou de Walcheren, c'est en fonction de vos préférences linguistiques. Au cours de cette opération, on trouvera d'ailleurs le commando Kiefer. Ce sera son deuxième débarquement de son histoire en quelques mois, en novembre 1944. Voilà, donc il faut être très clair sur tout ça. L'armée allemande en 1944 n'a plus aucun espoir de remporter la guerre par rapport à ses moyens humains et industriels. Et en ce qui concerne l'ampleur du débarquement, ça reste à date la plus grande opération amphibie, mais ce sera dépassé en 1945 par Okinawa. Alors ensuite, en ce qui concerne l'intérêt pour nous d'évoquer ce débarquement, c'est de revenir sur deux points de la stratégie allemande qui ont fait couler beaucoup d'encre pour essayer de comprendre pourquoi les Allemands ont-ils été finalement, certes, c'est dans la campagne de Normandie, c'est un des jours les plus meurtriers pour eux. Il y a un parallèle qui se fait ensuite à la fin de la campagne de Normandie en termes de le nombre de pertes remonte drastiquement à des niveaux équivalents au 6 juin quand on est sur la fin de la poche de falaise Chambois. Mais pourquoi leur stratégie a-t-elle échoué? Eh bien, il y a plusieurs raisons qui sont très importantes à souligner.
La première, qu'il faut balayer du revers de la main, comme l'a fait Le dans son ouvrage, et comme d'autres l'ont confirmé, d'autres historiens anglo-saxons, ce n'est pas parce que Adolf Hitler n'a pas été réveillé dès 8 heures du matin au Berghof que c'est à cause de ça que le débarquement a pu se faire, parce qu'Hitler n'a pas pu réagir et qu'il n'a été informé qu'en fin de matinée, qu'il était déjà trop tard, etc. Ça fait partie des légendes qui ont été colportées à l'envi par les gens de la Wehrmacht qui voulaient se dédouaner de leurs propres responsabilités une fois encore. Hein, n'oubliez pas ce que j'ai expliqué à de nombreuses reprises par rapport à ce qu'on pouvait voir sur l'analyse de la bataille des Ardennes, ou ce qu'on peut voir sur d'autres fronts, notamment sur le front germano-soviétique. Les officiers allemands qui ont été capturés après la guerre par les Alliés ont toujours essayé de venir raconter à leur geôlier que toutes les fautes, toutes les erreurs, c'était l'hubris d'Hitler, c'était ses limites en tant que stratège, et ça n'avait rien à voir avec eux, qui étaient des professionnels. Et bien là, c'est exactement dans cette dynamique que s'inscrit cette thèse fumeuse. Hein. Le problème ne vient pas de l'attitude d'Adolf Hitler, le problème vient de la structure de commandement de la Wehrmacht à l'Ouest. Je l'ai expliqué dans ma conférence sur l'été 44. On a une situation avec une direction qui est bicéphale, un commandement qui est bicéphale, avec deux hommes qui ne s'entendent pas, d'un côté Von Rundstedt, de l'autre côté Rommel, et on a en plus cette gestion complètement bâtarde et qui va causer des problèmes de la réserve de Panzer, hein, de savoir qui de l'un ou de l'autre va pouvoir l'utiliser, piocher dedans, avec ou sans l'avis de l'OKW, et donc c'est cette structure de commandement qui déjà en tant que telle va poser un problème majeur. Ensuite, on a un autre souci qui là effectivement est factuel et lié au 6 juin, mais il est factuel quand on regarde les choses par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire qu'on nous dit, eh bien, le 6 juin, Rommel était en vadrouille pour aller fêter l'anniversaire de sa femme, plusieurs officiers généraux allemands étaient partis faire la bringue à Paris, notamment certains de la 21e Panzer, d'autres étaient à Rennes en train de préparer, d'exécuter un Kriegspiel, donc un jeu de simulation dont les Allemands sont les co-inventeurs pour pouvoir justement simuler les réactions de leurs unités à un éventuel débarquement dans leur secteur. Et le 6 juin au matin, personne n'était là pour prendre les décisions ou ce genre de choses. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça a joué un rôle, mais ce rôle a été préparé par les circonstances, puisque tous ces hommes-là, alors Rommel, bon, c'est l'anniversaire de sa femme, c'est prévisible, mais tous ces hommes-là ont pris cette décision parce que la météo était défavorable par rapport à ce que les services de la Wehrmacht étaient capables de donner comme information à leur commandement, et donc pour eux, le front de pluie qui était sur la Normandie à partir du 5 devait rester toute la journée du 6 et n'aurait jamais dû s'éclaircir, parce que les prévisions qu'on leur donnait ne leur permettaient pas de voir que, alors que les Alliés avaient des stations météo beaucoup plus importantes et surtout situées de manière beaucoup plus globale, notamment je pense à celles qui sont près des pôles, enfin du pôle Nord, ils avaient la capacité de voir que la météo allait se modifier bien plus rapidement que ce que les météorologistes allemands pouvaient avoir comme information. Donc ils sont partis. Il y a un autre élément qu'a joué, en plus de cette météo, c'est que ça faisait plusieurs mois qu'on attendait le débarquement et qu'on avait passé tout le mois de mai à se dire quasiment tous les jours, c'est pour aujourd'hui. On constate qu'on a eu, dans certains secteurs, plus d'une alerte par jour par rapport au débarquement, ce qui fait que ça crée d'une part beaucoup de stress, hein, ça fatigue beaucoup les unités puisqu'elles doivent dormir directement dans les casernements
de première ligne du mur de l'Atlantique dans des bunkers humides qui sont pas forcément les meilleurs endroits pour dormir plusieurs nuits d'affilée et qui plus est pour être interrompu dans son sommeil par des alertes multiples. Et puis pour les officiers généraux, au bout d'un moment, vous êtes alerté 30 fois comme ça pendant un mois, on vous dit qu'il y a un front de pluie qui arrive sur le secteur et qui va pas s'arrêter avant au minimum 36 heures, donc tout le monde relâche un peu la tension, la pression, et on se met à d'autres activités, et mentalement on se met dans d'autres perspectives. Donc ça aussi, ça a joué un rôle très important. Ensuite, un autre élément sur lequel il faut insister énormément, dont on ne parle quasiment jamais, et c'est Leleu qui l'a mis en exergue de manière très intelligente, c'est l'état de pratique de la guerre des différents états-majors allemands qui sont présents. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la majorité des généraux et la majorité de leurs états-majors autour de la 7e armée, qui donc gère tout le secteur de la Normandie, et donc dans les corps d'armée qui la composent, et puis donc ensuite dans les divisions, à l'exception des divisions Panzer, dont les états-majors ont souvent l'expérience de la guerre depuis assez longtemps. La 21e Panzer, faut pas oublier que son état-major, enfin ce qu'il en est resté de la campagne d'Afrique du Nord, avait fait toutes les campagnes d'Afrique du Nord de 41 à 43, avec la campagne de Tunisie, mais les autres n'avaient aucune expérience depuis 1940-1941. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui n'ont plus les ressorts de rapidité, de vivacité d'esprit et de capacité de prendre des initiatives qu'on peut retrouver au même moment dans la majorité des états-majors qui font la guerre à l'Est, eux, depuis 1941. Et cet aspect-là a trop souvent été oublié, trop souvent été passé sous silence, alors qu'il est déterminant. Parce que la combinaison des ensembles entre d'un côté ce commandement bicéphale, de l'autre ce stress et cette fatigue qui est indue par un mois d'alerte répétée qui ne débouche finalement sur rien, et cet état d'esprit d'ensemble qui là, lui, est là depuis donc plusieurs années, plusieurs longues années, d'absence d'expérience et de pratique du commandement au feu face à une armée qui vous tombe dessus, eh bien c'est tout ça qui va faire que la Wehrmacht ne va pas être capable de répondre, même avec les outils dont elle dispose, au débarquement. Alors, une fois encore, les troupes qui, elles, défendent les plages sont des troupes qui sont dans la plus pure tradition allemande d'obéissance, etc. Le l'explique très bien dans son ouvrage. On n'a quasiment pas de désertion, on a des unités qui vont tenir jusqu'au bout, même si elles ne reçoivent pas de renfort après en avoir appelé pendant des heures. C'est le cas notamment des éléments qui défendent Omaha Beach, ils auraient eu les moyens d'être renforcés au cours de la journée, parce que des troupes de réserve à l'échelle de d'abord du bataillon puis même du régiment qui était stationné sur ce secteur étaient disponibles. Simplement, la structure ensuite de ce qu'on appelle le C3I, le commandement, les communications et le contrôle, eh bien, est complètement désorganisé, bien sûr, par l'action des Alliés, puisqu'il y a des lignes de communication filaires qui sont coupées, parce que vous avez des postes de commandement qui ont pu être touchés par l'artillerie navale ou par le bombardement aérien dans certains secteurs. Alors malheureusement pour le bombardement aérien, pas Omaha Beach parce que il est tombé bien trop à l'intérieur des terres et il a malheureusement tué des civils normands et quasiment pas de soldats allemands. Mais globalement, on a affaire à un problème général de structure et j'ose dire de posture intellectuelle de la part des officiers de la Wehrmacht face au débarquement. C'est-à-dire qu'on est avec des gens qui ne sont plus en habitude, plus en capacité et qui sont servis par une structure de commandement où il faut, alors bien sûr l'aspect bicéphale pour demander l'entrée en lice des fameuses Panzerdivision, mais aussi en interne parce que voilà, il va manquer des gens qui doivent répondre d'habitude aux questions qui leur sont posées par leurs subordonnés. Je pense à tous ceux qui sont à Rennes en train de faire le Kriegspiel et le temps qu'ils rentrent
eh bien c'est trop tard. En plus, il y a une confusion qui a été entretenue à dessein par les Alliés avec à la fois les vrais parachutages et les faux parachutages. Donc cette confusion va être démultipliée par les faiblesses structurelles du C3I de la Wehrmacht dans le secteur. Et si on couple ça avec les problématiques pour dire telle ou telle Panzerdivision peut être engagée, peut pas être engagée, eh bien, on a des retards qui vont se faire. Alors, on sait aujourd'hui que les retards d'engagement des unités Panzer ne sont pas aussi importants qu'on a bien voulu le croire. Simplement, on se rend compte que dans la confusion, notamment c'est le cas de la Hitlerjugend, elle va d'abord monter dans le secteur qui se trouve vers en direction générale, on va dire de Lisieux-Honfleur, parce qu'on pense que grâce au parachutage de mannequins, c'est là qu'il faut intervenir en priorité avant qu'on lui redonne la vraie bonne direction, c'est-à-dire celle de Caen, celle même à l'ouest de Caen. Voilà, donc le placement des Panzerdivision finalement en tant que tel aurait peut-être amélioré un tout petit peu le délai de montée en ligne des unités, qui lui est gêné par l'aviation alliée, bien évidemment, puisqu'elle va cibler les convois, et je le rappelais dans ma conférence sur les T-44, elle va d'abord cibler tout ce qui est véhicules non blindés, à savoir les camions qui transportent toute la logistique des Panzerdivision, et sans ces camions ou ces camions citernes, les Panzers finiront par s'arrêter, pas besoin de s'acharner sur les chars, et ou alors éventuellement sur les Halftrack avec les Panzer Grenadiers, mais grosso modo, entre la distance à parcourir pour monter en ligne, en sachant qu'on va donc, en sachant les soldats allemands, eux sont persuadés que la Luftwaffe va les aider, va les soutenir, c'est ce qu'on leur a promis, c'est ce qu'on leur a dit, c'est ce qu'on leur répète depuis le début du printemps 1944, donc ils pensent que la montée en ligne peut se faire finalement dans des conditions qui sont plutôt favorables. Ça va être une très mauvaise surprise pour eux de découvrir qu'il y a quasiment pas un avion allemand dans le ciel, même s'il y en a, et qui vont devoir monter en ligne sous le feu de l'aviation alliée, et puis même arriver à un certain moment, à une bonne vingtaine de kilomètres des côtes, ils vont pouvoir commencer à être bombardés par l'artillerie navale de gros calibre qui peut tirer des obus jusqu'à plus de 30 km, faut pas l'oublier. Donc tout ça va gêner, tout cet ensemble va gêner la réaction de l'armée allemande. Et donc face à la déferlante alliée, on a à la fin une victoire, alors qui est difficile dans certains secteurs. Le secteur d'Omaha Beach, ça n'a bien évidemment pas été une partie de plaisir, puisque c'est un secteur où on compte plus de 2300 pertes, et si je fais le bon calcul, on est à plus de 1000 morts sur Omaha Beach toute seule. Donc voilà, c'est assez impressionnant bien évidemment comme bilan, mais ça n'a pas du tout empêché. Il y a eu un petit moment de flottement dans la matinée à Omaha Beach. L'US Navy est intervenu avec des destroyers qui ont commencé à se rapprocher de la côte pour mener des bombardements plus précis des points d'appui allemands, et puis ça a fini par se débloquer, et les dernières vagues de renforts ont emporté la décision, alors que les Allemands, eux, malgré la présence de renforts tactiques immédiats ou secondaires dans leur front, dans leur arrière-front immédiat, n'ont pas pu être renforcés et n'ont pas pu faire face à finalement les dernières vagues américaines pour les arrêter. Ensuite, donc on a bien d'autres secteurs où ça a été difficile, c'est bien sûr ce qui concerne les trois divisions aéroportées, qui alors par rapport aux prévisions des Alliés, on pensait qu'on aurait quasiment 50% de pertes. Ça a été, Dieu merci pour eux, moins élevé, mais c'est resté quand même assez important. En plus de ça, on a une des trois divisions, la 82e Airborne, qui a été très dispersée. Alors, par rapport à la saisie de ces objectifs ce jour-là, ça a été compliqué de les atteindre. Néanmoins, la dispersion a eu elle aussi un effet trompeur sur les Allemands, qui ont cru qu'il y avait beaucoup plus de troupes aéroportées que prévu, parce qu'on envoyait des rapports, les officiers subalternes ou les officiers supérieurs sur place voyaient des parachutistes partout.
par rapport à cette zone de largage qui avait été complètement distendue par rapport à ce qui était prévu. Hein, donc d'un côté, pour l'efficacité opérationnelle immédiate des parachutistes de la 82e Airborne, on est sur quelque chose qui va donc avoir un effet négatif sur leur mission, mais qui, dans la perception de leurs ennemis, va en avoir un qui est complètement démultiplié, parce que vu qu'ils sont projetés sur une zone qui est extrêmement importante, les Allemands ont une idée beaucoup trop, qui est faussée et qui est beaucoup trop surévaluée de leur présence. Voilà. Alors à côté, on a ceux de la 101e qui eux vont vont pouvoir remplir globalement toutes leurs missions, et surtout la plus importante, qui est l'ouverture des sorties de plage d'Utah, même si à Utah on a comme à Omaha Beach un décalage de la zone de débarquement qui est lié à la fois à la marée et aux difficultés pour les pilotes de landing ship d'accoster au bon endroit, hein, finalement là pour eux ça va les servir, parce qu'ils vont débarquer dans un secteur qui est un peu moins bien défendu que celui qui devait attaquer, alors qu'à Omaha Beach ils vont débarquer dans un secteur qui est encore plus défendu, et surtout qui a été complètement oublié par le bombardement aérien, puisque comme on l'a rappelé, celui-ci est tombé bien trop à l'intérieur des terres. Les pilotes américains ne voulaient pas prendre le risque de toucher leurs hommes, alors ils ont attendu un petit peu plus longtemps, et malheureusement ça n'est tombé que sur les civils normands à 99%. Donc les paras de la 101e, eux, ont un destin en termes de saisie d'objectifs et d'unité qui est un peu meilleur, même bien meilleur pourrait-on dire, que ceux de la 82e. Et puis on a de l'autre côté, donc sur l'Orne, dans le secteur à l'est du secteur de plage britannique, on a la 6e Airborne qui, elle, va aussi s'emparer ou neutraliser ses objectifs, hein, parce qu'on a découvert, grâce à des travaux qui ont été menés par un historien allemand, que la batterie de Merville a été temporairement neutralisée, mais qu'il faudra bien plus longtemps pour s'en emparer complètement, mais au moins elle est neutralisée le temps qu'il faut pour que le débarquement s'opère correctement sur la plage de Ouistreham. Et puis la saisie bien sûr des ponts, Pegasus Bridge et celui de Ranville, pour permettre de tenir le flanc et d'éviter que les Allemands puissent contre-attaquer facilement, et que les Alliés, eux, puissent déboucher à l'est de l'Orne dans les meilleures conditions, hein, de l'Orne et de son canal. Voilà, donc ça a coûté très cher tout de même, hein, les pertes de la 101e, c'est plus de 1240 hommes, dont 182 blessés et surtout 501 disparus. Hein, vous le savez, c'est tous ceux qui sont tombés dans des zones où ils ont risqué malheureusement des zones inondées, où ils ont été pour beaucoup noyés. Pour la 82e, on est à un niveau à peu près équivalent, hein, 1259 pertes, dont 156 tués, 347 blessés, mais surtout là on est à 756 disparus. Alors certains, là encore, vont se noyer, d'autres seront retrouvés plus tard comme prisonniers. Et puis du côté britannique, on est à peu près à 300 morts au sein des troupes qui composent l'ensemble de la 6e Airborne britannique. Voilà. Donc c'est une réussite en termes d'objectifs conquis, sauf dans le secteur de la 82e à cause de sa dispersion, mais ça a un effet qui était imprévu sur la perception des Allemands. Globalement, ça reste très coûteux en termes d'hommes, surtout de ce niveau de qualification, par rapport à ce qu'on aurait pu espérer, mais ce qu'on aurait pu espérer dans l'absolu, parce que je vous l'ai dit, les planificateurs alliés, eux, s'attendaient à ce qu'on ait 50% de pertes, donc encore plus que ce dont on vient de parler. Donc on va considérer que c'est un succès dans son ensemble, malgré ces pertes-là, et ça va éviter un rétex important qui aurait permis de limiter probablement une partie des échecs qu'on connaîtra autour de Market Garden, même si on retiendra au moins une leçon, c'est qu'il faut absolument parachuter de jour,
parce que là les circonstances sont un peu différentes. Les Allemands sont censés être beaucoup plus faibles en repli, et qu'on pense que les zones sur lesquelles on va sauter sont beaucoup plus faciles d'accès pour des parachutistes. Donc on va sauter 2 jours de telle sorte à ce qu'on évite tout ce que la nuit a engendré comme difficulté, pour que les soldats se regroupent, pour qu'ils puissent reformer des unités tactiques efficaces et combattre assez rapidement. Voilà, mais ça n'empêchera pas l'erreur stratégique de parachuter la première airborne sur Arnhem bien trop loin, et dans un secteur bien trop difficile d'accès par rapport à son objectif qui était le pont d'Arnhem lui-même. Voilà ce que je voulais vous dire sur les opérations elles-mêmes. Donc à la fin de cette journée du 6 juin, malgré toutes les difficultés dont on vient de parler et qu'il faut toujours rappeler, eh bien c'est un succès, hein. Les Alliés ont débarqué plus de 150 000 hommes sur les plages avec tout ce qu'il faut comme matériel pour pouvoir démarrer la campagne de Normandie dont j'ai parlé dans la conférence sur l'été 44, avec bien sûr toutes les difficultés doctrinales que j'ai évoquées pour pouvoir rapidement profiter de leur supériorité numérique et matérielle et déboucher de cette tête de pont, mais c'était pas vraiment leur objectif, hein. L'objectif c'était d'agrandir au maximum la tête de pont pendant au moins 3 mois avant d'essayer d'en sortir. Voilà, hein, ne l'oublions pas. Et en face, on a une Wehrmacht qui va continuer d'être dans une réactivité permanente parce que, bien sûr, malgré l'engagement d'environ 4000 panzers et chasseurs de chars au cours de la campagne de Normandie, la façon dont ils seront engagés et l'efficacité avec laquelle ils pourront être engagés, notamment en termes d'approvisionnement en munitions, en essence, fera qu'à aucun moment ils ne pourront jouer le rôle déterminant qu'ils jouaient depuis le début de la guerre, y compris sur le front de l'Est, lorsque depuis 1943, ils jouaient le rôle de pompiers. On les avait vus à plusieurs reprises regagner du terrain de ci, de là en Ukraine. Là, c'est terminé. Ils en sont tout à fait incapables. Ils vont juste engager un combat d'attrition à grande échelle avec les Alliés qui va durer 1 mois et demi avant qu'il y ait une percée, et ensuite on aura pendant un mois, il faudra 1 mois pour exploiter cette percée initiale et lui donner la possibilité de rentrer dans une vraie phase d'exploitation qui malheureusement n'aboutira pas à l'encerclement complet et définitif de la 7e armée allemande. Donc c'est un moment important, il ne faut pas le minorer, il faut le remettre à sa juste place, et bien évidemment, par rapport à tout ce qu'on aura pu entendre avant et aujourd'hui, je pense en tant qu'historien qu'il faut sortir cet événement définitivement des problématiques de politique actuelles. Il faut rendre hommage à tous les combattants, qui soient soviétiques, qui soient polonais, qui soient tchèques, yougoslaves, bien sûr américains, britanniques, canadiens, néerlandais, belges, qui sont venus se battre sur nos plages ou en Europe de l'Est pour vaincre le Troisième Reich et nous débarrasser du national-socialisme. Les considérations de politique actuelle ne devraient plus, au bout de 80 ans, être sur la table pour des événements pareils, et c'est très regrettable que la politique instrumentalise encore le sacrifice d'autant d'hommes qui, eux, quand on a eu la chance, comme c'est mon cas, de pouvoir les rencontrer, n'ont jamais douté, en ce qui concerne notamment les anglo-saxons, de l'effort qui était fait par leurs camarades soviétiques de l'autre côté de l'Europe et de l'admiration qu'ils leur portaient. Il faut surtout ne pas oublier cet aspect-là, parce que c'est véritablement quelque chose de très important. Et pour terminer, avec une touche un petit peu personnelle, alors bien sûr, hein, je vous rappelle que vous pouvez retrouver une grande partie des informations dans ces 2 fascicules qui sont consacrés aux troupes américaines du D-Day, hein, les GIs, donc des 3 divisions débarquées sur Utah, Omaha, hein, la 4th Infantry Division, la 29th et la 1st Division, et puis ici la Screaming Eagles et la All Americans,
hein, donc au niveau des paras. Mais donc pour terminer, je voudrais, par rapport à une anecdote que j'ai trouvée quand j'ai fait celui sur les GI, je voudrais avoir une pensée pour un soldat qui s'appelait John Pinder, qui était dans le 16e régiment d'infanterie américain de la Big Red One, la First Infantry Division, et il a été donc décoré, c'est pour ça que j'en parle dans mon fascicule, il a été décoré de la médaille d'honneur américaine, donc la plus haute distinction, et la particularité de son destin, c'est que il était né le 6 juin 1912 et il est mort le 6 juin 1944 sur Omaha Beach, en accomplissant son devoir. C'est à lui que je dédie cette émission. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que vous pouvez donc liker, partager, faire des commentaires positifs autour de cette émission. Et puis, si vous voulez soutenir son développement, vous n'hésitez pas à faire un don, que ce soit via PayPal ou sur Tipeee. Le prochain rendez-vous n'est pas encore fixé. On attend encore la réponse administrative de l'agglomération de Cambrai pour pouvoir aller filmer avec le drone sur le champ de bataille de Cambrai. Donc on vous tient au courant. De toute façon, pour le moment, en ce qui concerne la météo dans le Nord-Pas-de-Calais, les jours de grand beau temps pour aller faire ce genre de prise de vue ne sont pas encore au rendez-vous, malheureusement. Voilà, merci encore à vous tous et puis à très bientôt. Et encore une fois, bon 6 juin et n'oubliez pas, tout au long de l'été, si vous en avez l'occasion d'aller en Normandie, en tout cas nous on va aller y faire un petit saut et on vous rapportera un maximum d'images. Voilà, à très bientôt. Au revoir. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. La bataille de France a commencé. Il n'y a plus dans la nation, dans l'Empire, dans les armées, qu'une seule et même volonté, qu'une seule et même espérance. Derrière le nuage si lourd de notre sang et de nos larmes, voici que reparaît le soleil de notre grandeur.